Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va faire un point sur ETH, donc la crypto-monnaie de Ethereum. Ethereum, je vous en parle depuis très longtemps. C'est vrai, j'ai pas fait forcément de mise à jour récemment, mais néanmoins, c'est important d'en parler. Il y a beaucoup de nouvelles qui vont arriver et je pense que c'est le moment de pouvoir faire un point, même s'il est hautement corrélé au BTC. Néanmoins, il a quand même des grosses forces et on va en discuter tout de suite. Ethereum, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est la deuxième crypto-monnaie la plus intéressante à l'heure actuelle. Nous avons le BTC qui est le leader, qu'on l'appelle le papa ou the king. Mais Ethereum, c'est du coup forcément la maman ou the queen des crypto-monnaies. Clairement, Ethereum a amené les smart contracts et a amené la crypto-monnaie là où elle en est à l'heure actuelle et a développé globalement, enfin a été en tout cas la base du développement de toutes les blockchains que l'on peut voir à l'heure actuelle grâce aux smart contracts qui ont été mis en place. Ethereum, c'est vraiment un des fondements, un des piliers, je pourrais dire, de la sphère des crypto-monnaies. Non pas à travers sa protection, voilà, on est quand même beaucoup moins résilient que du BTC, ni sur sa capacité à faire des transferts économiques, mais vraiment sur sa notion de programmabilité. Et c'est vraiment la force d'Ethereum, et c'est pour ça qu'on voit énormément de Layer 2 qui se greffent dessus. Ethereum, c'est une proof of work, comme BTC. Donc quelque chose qui est très résilient, mais en même temps qui a un blocage qui va être la notion de scalabilité. C'est pour ça que depuis assez longtemps, on a le projet Ethereum 2.0. J'ai toujours tendance à l'appeler comme ça, même s'il a changé de nom à l'heure actuelle, parce que c'est Ethereum, c'est deux branches d'Ethereum qui ont fusionné en une, qui va permettre de passer en proof of stake. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, on va être maintenant dans une optique de staker ces jetons, donc on va placer ces jetons et du coup on va valider avec ces jetons, chose qu'on retrouve sur toutes les blockchains modernes à l'heure actuelle, dites de troisième génération, comme par exemple Avax, Phantom, BSC et autres. Globalement, on va avoir un système comme ça. Donc on va avoir un abandon du proof of work, ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose. Bonne chose parce que ça va être déjà un vecteur environnemental qui va être intéressant, parce que c'est vrai que miner globalement du Bitcoin, c'est une industrie à part, mais c'est vrai aussi que miner de l'Ethereum, c'est encore quelque chose de différent. Néanmoins, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on va avoir le passage en proof of stake, la possibilité d'avoir une notion de scalabilité qui va être normalement accrue et une diminution des frais. Parce que c'est le gros problème d'Ethereum, et c'est que globalement on a une explosion des frais, surtout lorsque l'on a eu une explosion de la DeFi, de la finance décentralisée, et donc forcément on a eu un réseau qui s'est retrouvé saturé, et cette saturation a favorisé des autres réseaux qui sont construits autour, et des layers 2, donc des blockchains qui sont greffés sur Ethereum, donc globalement qui ont leur propre réseau de scalabilité, et s'appuient sur Ethereum pour justement la résilience et la sécurité du réseau en lui-même. Alors, pourquoi c'est intéressant d'en parler maintenant? C'est que la merge va avoir lieu en juin 2022. Ça a été annoncé, on a eu un test qui a été effectué courant mars, test qui s'est déroulé sans encombre, avec des très bons résultats, donc on sait que ça va, en tout cas à l'heure actuelle, bien se passer. Donc en juin 2022, on merge, donc ça veut dire qu'Ethereum va passer en proof of stake de façon officielle, même si en l'occurrence on aura tout simplement quelque chose qui va se dérouler dans le temps, mais néanmoins on sait qu'officiellement on va avoir le proof of stake qui va être lancé sur Ethereum, et ça c'est une excessivement bonne nouvelle, et c'est une excessivement bonne nouvelle aussi pour toutes les Layer 2 qui gravitent autour d'Ethereum et d'Ethereum dessus. Voilà. Donc Ethereum pour moi c'est un actif qui est essentiel quand on investit en crypto-monnaie, et qui est de loin, je vais mouiller ma chemise, mais voilà, qui est de loin mon actif préféré. À l'heure actuelle, c'est l'actif sur lequel je suis le plus confiant, plus que le BTC, parce que il a de l'use case, il a une grosse communauté, il sert vraiment au développement des autres crypto-monnaies, il est vraiment là comme étant la pierre angulaire du travail, du reste qui est effectué. Et donc pour moi, Ethereum reste quelque chose de vraiment très très fort derrière, et qui restera toujours très très fort, et qui performera encore très fort, surtout que, n'oublions pas, depuis qu'il y a eu le changement au niveau d'Ethereum, il y a eu un gros changement au niveau des tokens, avec
la mise en place d'un burn, il y a beaucoup de burns qui sont en cours, donc du coup, on se retrouve sur quelque chose où l'Ethereum n'est plus inflationniste comme à l'époque. Et là, on se retrouve aussi dans un actif qui va avoir tendance à aller sur une augmentation du prix, une valorisation supérieure. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va attaquer la partie technique qui est en même temps très intéressante, où on va avoir cette phase de 2017 avec une grosse accélération qu'il y a eu à ce moment-là au niveau de l'Ethereum et un retracement très fort qu'il y a eu. Alors, du coup, le graphique n'est pas complet, mais si on devait aller, on aurait un Ethereum qui a commencé très bas. Donc là, on n'a pas les données, mais la vague 0, elle est ici, donc on n'a pas de cassure de la vague 2. Et on a eu une grosse phase d'accumulation qui a eu lieu durant toute cette période-là. Donc on a eu une vague 1, vague 2 qu'il y a eu. Ensuite, vague 3 qui s'est déroulée donc en mai 2021. Et derrière, nous sommes donc dans un retracement A, B, C à l'heure actuelle. Donc c'est un petit peu le schéma que l'on retrouve sur le BTC, ce qui est normal parce que ces deux actifs sont quand même très corrélés, même si, comme on va en discuter après, on voit qu'il y a une décorrélation qui est en train d'être effectuée avec une résilience supérieure de l'Ethereum, et on va expliquer un petit peu pourquoi, je vais vous donner mon avis. Donc nous sommes actuellement dans une vague 4, avec un retracement en A, B, C. Le C est actuellement fait ici. Alors on va juste le mettre en bleu pour que ce soit un petit peu plus simple à voir. Donc ce ABC est en bleu, et si nous regardons justement un petit peu la progression que nous avons eue, nous avons un A est égal à un C. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi du coup dans BTC. Donc on a vraiment une schématique qui est un petit peu identique. Donc je vais avoir la même idée au niveau des deux. C'est-à-dire que cette C, étant donné que nous avons fait une extension au niveau de la B, j'attends l'extension de la C pour aller chercher notamment la liquidité ici de cet Equalo qui est très fort en dessous de 1700, avec derrière une deuxième liquidité qui se trouve là. Donc on a aussi un appel de prix très fort qui se fait là. Une prolongation de cette impulsion baissière où on voit que le niveau 2 se trouve à 1700. Donc du coup, on pourrait très bien avoir un prix qui va taper sur le niveau 2 avec une mèche qui va chercher la liquidité, qui revient et qui se fait ravaler pour partir. Et cette vague C, à l'heure actuelle, on peut la découper en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 qui est en cours avec un retracement ABC, et vague 5 que l'on attend tout simplement pour pouvoir se faire. Vague 5 qui irait du coup casser le plus bas pour aller chercher les 1700, les 1787 et les 1700 tout court pour aller chercher de la liquidité supplémentaire. Ici, nous avons un schéma de Wyckoff qui se met en place, une accumulation qui est ici un SC, donc un arrêt de la tendance baissière. Nous avons un AR, donc le rallye de cet élément-là, et nous avons un test du niveau le plus bas. Ce que nous attendons maintenant, c'est une prise de liquidité à travers un STB, et potentiellement un spring pour quelque chose de plus bas. Donc on attend le cours d'aller un petit peu plus bas par rapport à ça. On est en train de tester les niveaux de l'AR, voir on peut prendre le niveau de l'AR avant de potentiellement redescendre. C'est ce que l'on attend, de toute façon, dans tous les cas, au niveau du schéma Wyckoff. Nous avons aussi un autre Wyckoff qui se met en place avec une réaccumulation, un BC AR ST. Le ST a pris la liquidité du BC, donc du coup, on est dans une réaccumulation de Wyckoff. Et ce que l'on peut attendre d'une réaccumulation, c'est d'avoir un saut qui va aller chercher la liquidité de l'AR. Mais il est vrai que dans les réaccumulations, ça peut arriver que le saut n'aille pas chercher la liquidité de l'AR, donc on pourrait très bien avoir un STB avec une prise de liquidité basse sans forcément aller chercher la liquidité de l'AR, donc on pourrait s'arrêter sur les 1700, ou en tout cas juste prendre la liquidité en dessous des 2150 pour pouvoir repartir à la hausse derrière, faire cette vague 5 qui pourrait aller justement nous amener sur un UT avec un retracement A, B, C, avec un B avec extension pour un UTAD, donc deuxième ATH, qui se ferait avant de continuer derrière sur une nouvelle schématique, un nouveau schéma. Ça, c'est l'idée que l'on peut avoir d'ordre général. L'Ethereum, il faut comprendre qu'il y a plusieurs vecteurs par rapport à ça. Le premier, c'est que quel va être l'effet
de l'arrivée du Proof of Stake au niveau d'Ethereum. Je pense que l'arrivée du Proof of Stake au niveau d'Ethereum, ça va avoir deux vecteurs d'amélioration. Le premier, c'est qu'on va avoir une augmentation des use cases qui vont être effectués au niveau d'Ethereum et des Layer 2 qui vont utiliser Ethereum. Donc ça veut dire qu'on va avoir une valorisation supérieure de ETH. Ça, pour moi, c'est clair. Est-ce que ça va être Skyrocket? Non. Clairement, non. Par contre, ce qui est aussi important à retenir, c'est que derrière, nous avons un certain nombre d'Ethers qui sont loqués sur ce réseau qui est à part. Donc, vraiment, gros nombre d'Ethers qui sont loqués, qui vont être déloqués au fur et à mesure. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est dans un an, on aura quelque chose qui sera libéré partiellement, ponctuellement, à partir d'un an après le merge, la fusion qui va être lieu. Mais ce qu'il faut se garder en tête, c'est que on pourrait avoir dans un an, en effet, une augmentation, de l'injection des Ethers, donc une augmentation du nombre de celles qui va être effectuée, et donc potentiellement un prix qui pourrait chuter. Ce qui pourrait d'ailleurs correspondre, si on regarde, avec une progression, où ici on pourrait terminer justement cette vague 5, avoir ici une première partie d'injection, avec les A, B, C qui se font, et donc qui serait justement la partie de redistribution, des Ethers pour pouvoir garder un prix haut. Il est évident que les personnes qui ont placé leurs Ethers, qui ont fait un x500 dessus, vont forcément prendre du bénéfice, ce qui est logique. Est-ce qu'ils vont avoir tendance à essayer de flinguer le marché? Clairement, non. Ce n'est pas dans leur optique, et ce ne sera pas dans leur optique, donc on aura potentiellement une consolidation du cours qui se fera à ce moment-là, et ce sera une consolidation qui sera bénéfique, parce qu'on aura une injection d'Ether, on aura une augmentation du burn qui sera effectuée d'ailleurs, et donc après on pourra aller chercher des beaucoup plus hauts derrière. Alors, au niveau de l'Ether, quelles sont les cibles que l'on peut se faire, clairement? Quelles sont les cibles que l'on peut avoir? Pour moi, l'Ether, je suis excessivement bullish au niveau de l'Ether, clairement, parce que tout simplement, je considère qu'à l'heure actuelle, l'Ether, c'est celui qui a les use cases, en tout cas la technologie nécessaire, et le nombre d'utilisateurs nécessaires, le nombre de développeurs nécessaires, et l'environnement nécessaire pour pouvoir amener la technologie de la blockchain là où ça doit être, pour avoir une utilisation maximum de l'ensemble des gens, et donc tout simplement une démocratisation globale de l'écosystème des blockchains. Voilà. C'est vraiment moi l'optique que j'ai. Donc à très long terme, pour moi je pense que clairement l'Ethereum va facilement doubler, voire tripler de prix par rapport à maintenant. On peut très bien s'imaginer avec un Ether qui peut arriver à 10 000 $. Est-ce que ça arrivera l'année prochaine? Certainement pas. Mais est-ce que dans le très long terme ça va être le cas, à partir du moment où on a une use case justement grossissante qui s'effectue? Certainement. Et donc toutes les layers 2 qui sont générés autour d'Ethereum, je pense qu'elles bénéficieront directement de cette partie-là. Donc on va pas parler d'objectifs liés à cette vague 5, parce que pour l'instant elle n'est pas terminée, nous n'avons pas le retracement, mais dans tous les cas, si on voulait avoir déjà une vague 5, une idée de vague 5, on pourrait très bien se dire que on pourrait aller chercher les un petit peu au-dessus de 5000, ça pourrait être un très bel objectif pour une belle vague 5, avec potentiellement un retracement en A, B, C, l'AB qui fait une extension qui va taper les 6000, là-dessus on aurait un schéma qui serait cohérent, avec derrière une phase de consolidation qui se fait sur l'année 2023, pour ensuite repartir faire des plus hauts. En tout cas, c'est un petit peu l'idée que j'ai globalement au niveau d'Ether.